N'oubliez pas que le Rendez-vous Tech est financé par ses auditeurs. Si vous voulez du contenu et de l'information de qualité, le mieux c'est encore de payer pour. C'est un slogan que je devrais copyrighter, ça. En tout cas, on remercie ceux qui ont choisi de soutenir l'émission, dont Laurent Dautria, Céléano, Mathieu Guislern, Denis Glenn, Hippo, Picpucette, Madi Tranier, Stéphano Antonel et Philippe Rédacteur Bancourt. Merci à vous tous et à tous ceux qui soutiennent l'émission et qui lui permettent d'exister. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadgets. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech. Nous sommes en janvier 2018. Je suis Patrick Béja, c'est l'épisode numéro 231 et j'aurais pu commencer cet épisode en vous disant surprise, surprise parce que on enregistre en fait au moment où on va diffuser plus ou moins, puisque j'avais prévu de diffuser un épisode préenregistré super intéressant avec mon ami Dany où on parlait d'un sujet passionnant, mais figurez-vous que j'ai appris ma première leçon de ma future paternité. Les enfants ne font pas forcément ce qu'on attend d'eux et en l'occurrence le bébé qui était censé arriver il y a plusieurs jours déjà est en retard alors que tout le monde nous avait dit qu'il serait en avance et que j'avais les médecins tout ça et donc j'avais tout préparé, des épisodes, des machins, des trucs, etc. Et donc là j'ai l'occasion de faire un épisode avec l'actualité du moment, donc il va me rester ensuite un épisode en plus que j'utiliserai plus tard. Peut-être que je vais le diffuser en fonction de comment ça se goupille en épisode supplémentaire bonus en février ou un truc comme ça, on verra. Bref, pour le moment, on va vous parler de l'actu. C'est incroyable, cette technologie presque en direct des podcasts. On va vous parler de Facebook qui abandonne la presse. On va vous parler de YouTube qui abandonne les petits créateurs, de Nintendo qui fait des jouets en carton, littéralement, d'interfaces hawaïennes qui provoquent des alertes nucléaires, etc., etc. Et pour m'accompagner dans cette aventure absolument incroyable, j'ai Cassim Ketfi qui nous rejoint. On dit de Frandroid ou de Numérama, c'est quoi ta maison officielle maintenant? Ma maison officielle, c'est Frandroid. Bon, là, c'est la même maison, donc c'est ma chambre si tu veux, c'est Frandroid, mais à côté, il font un peu de bruit, mais c'est Numérama, quoi. D'accord, très bien. Bon, merci d'être avec nous pour cet épisode. Comment tu vas? Ça va très bien. Bonjour, bonsoir à tous. J'ai même pas dit bonjour. Ça va très bien, mais je pensais au fait que maintenant tu ressens un peu ce que les utilisateurs d'Android justement ressentent quand ils attendent une mise à jour. Tu vois, toi t'es habitué aux choses qui arrivent à l'heure précise, à l'heure prévue, ouais. Tu vois. C'est ça. C'est ça exactement. Et donc je pense qu'il y a beaucoup de parents qui rient bien de voir mon assurance démontée déjà avant même l'arrivée du bébé. Donc riez bien derrière vos écouteurs. Vous pouvez vous moquer de moi, c'est de bonne guerre. Je vous avoue que on en a bien ri aussi, mais bon, maintenant on est vraiment là, on est à quelques jours. Donc ça devrait vraiment plus tarder là pour le coup, ça fait un mois que je dis ça devrait plus tarder, mais maintenant on est vraiment à quelques jours, mais il n'empêche, il a l'immense gentillesse, ce petit bébé, de nous laisser le temps d'enregistrer un rendez-vous tech quand même. Donc, écoutez, on va honorer ses souhaits, bien sûr, et on va parler donc de tous ces sujets qui ont animé les 2 semaines qui viennent de s'écouler. À commencer par un changement assez radical qui va être implémenté dans le flux de Facebook et qui a des conséquences qui vont bien plus loin que ce qu'on pourrait imaginer de prime abord. Alors, qu'est-ce que c'est? De quel changement parle-t-on? En fait, ils ont laissé entendre depuis quelques mois déjà que le contenu qui provoquait le plus d'engagement parmi les utilisateurs de Facebook était le contenu personnel et non pas le contenu des créateurs de contenu tiers. Et par créateurs de contenu tiers, on parle des pages et donc des médias et des sites d'information qui diffusent leur contenu sur Facebook. Et donc, ce qu'ils ont annoncé, c'est qu'ils vont
favoriser beaucoup plus, à partir de très bientôt, le contenu de vos amis et de vos contacts, plutôt que le contenu partagé par les liens ou même les sites d'information qui sont repartagés par vos amis. Donc, les comptes personnels seront beaucoup plus présents dans votre flux et, a priori, ça voudra dire que vous serez, vous verrez beaucoup plus du contenu, de mise à jour, de photos, de ce genre de choses. C'est assez intéressant parce que c'est un retour en arrière par rapport à ce qu'ils avaient fait il y a quelques années de ça, autour de, on va dire 2013, au moment où Twitter commençait à vraiment devenir une plateforme importante et où la diffusion de l'information et le partage de l'information était un élément essentiel des réseaux sociaux. Et quand on dit de l'information, on parle de vraiment l'actualité, quoi. Et donc, ils avaient vraiment orienté Facebook pour faire concurrence à Twitter. Et donc là, ils sont en train de revenir un petit peu en arrière. Mais ça a des conséquences quand même qui vont plus loin que cette simple décision de Facebook, et qui va affecter les médias qui ont établi des stratégies de réseaux sociaux importantes. Mais avant de plonger dans ces explications-là, peut-être que je vais demander à Cassim quelles sont tes impressions sur cette décision de Mark Zuckerberg et de Facebook. Bah alors je trouve que c'est une décision très intéressante. Alors déjà j'ai beaucoup aimé son article. Enfin c'est en fait pour l'annoncer, il a fait un papier, enfin un post sur Facebook assez long et détaillé qui explique assez bien les raisons, pardon. Et je trouvais ça vraiment bien expliqué, bien amené, et j'ai bien aimé son analyse, quoi. Et quelles étaient les raisons qui t'ont le plus parlé, toi, en fait? Ben je suis assez d'accord avec lui sur justement avec ce changement dont tu parlais à l'instant de transformation vers quelque chose de plus proche de Twitter, de partage de l'information. Facebook a quelque part un peu perdu sa définition, en fait, perdu ce qu'il était. Et finalement, en allant chercher Twitter sur le chemin sur le terrain du partage de l'information, ils sont un peu devenus un réseau social comme les autres, entre guillemets. Et selon moi, ils ont un peu perdu de leur spécificité, et le fait de revenir à ce partage, de rechanger, de repartir en arrière peut-être, et de revenir aux sources comme ça, c'est à mon avis une bonne volonté de retrouver l'intérêt de Facebook, et en fait finalement, il le dit d'ailleurs très bien dans son texte, c'est les gens iront peut-être moins souvent ou moins longtemps sur Facebook, mais par contre ils sauront pourquoi ils y vont, et ils passeront du temps de meilleure qualité. Je sais pas comment exactement le traduire. Ouais, on peut le dire comme ça, ouais. Sur Facebook, voilà, ils passeront un meilleur moment sur Facebook, et donc ils auront envie d'y revenir, en fait. Finalement, plutôt que juste avoir une expérience que, en fait, je me rappelle même plus si je l'ai lu sur Facebook. Un peu contraint et forcé, quoi. Ouais, et puis tu saurais même plus si tu l'as lu sur Facebook ou sur Twitter ou sur Google+, à la limite, parce que les trois sont interchangeables. J'ai fait un tweet sur ce qui se passe en ce moment sur Google+. Tu disais un réseau social comme les autres. Les trois dont on parlait traditionnellement ces dernières années, c'était effectivement Facebook, Twitter et Google+. Depuis quelques années, Google+, c'est assez dramatique, et j'ai fait un tweet en montrant les réponses, les commentaires que j'avais sur un article posté sur Google+. C'est lamentable. C'est des bots qui se parlent entre eux. Je l'avais déjà évoqué il y a quelques mois, mais vraiment maintenant c'est devenu un cirque, quoi. C'est des bots qui se répondent les uns les autres, c'est des sortes de spam sex bots qui vont dire c'est vraiment sympa, j'aimerais te connaître un petit peu mieux, et qui finissent par envoyer des adresses email, et ils se répondent entre eux. Et c'est la première fois qu'en postant ce genre de critique de Google+ sur Twitter, je n'ai pas quelqu'un qui vient me dire mais non, quand même, Google+, c'est pratique, on est un petit groupe à l'utiliser, c'est quand même une communauté petite mais active. Là, rien du tout. Les seuls commentaires que j'ai eus, c'est des gens qui me disaient Google+, même moi je l'adorais il y a quelques années, mais maintenant j'avoue que c'est terminé. Donc le service est à l'abandon. Enfin, Google complètement. Il y a pas vraiment de nouveauté sur Google+. Ça fait pas l'actualité. Voilà, on sent bien que c'est plus là que Google met son énergie, quoi. Depuis qu'ils ont compris qu'ils pouvaient avoir assez d'informations, et autant voire plus d'informations par d'autres biais, parce que évidemment le réseau social, l'idée était d'avoir autant d'informations que possible. C'était pas pour autre chose. Donc bref, le petit détour fait par Google+. Effectivement, les réactions qu'on a lues sur ces changements de Facebook étaient, je crois, assez
j'irai pas jusqu'à dire positive parce que les personnes n'aiment vraiment Facebook, mais les gens sont assez d'accord sur le fait que c'est devenu tellement. Déjà, l'interface de Facebook est immonde. Je trouve ça, mais invraisemblablement. Comment on dit cluttered en anglais, c'est fouillis, il y a des complexe, trucs partout. Oui, c'est immonde. Mais oui, c'est vrai que c'est devenu. Moi, je suis pas un gros utilisateur de Facebook, mais c'est devenu vraiment tellement chaotique et on sait même plus vraiment pourquoi on y va. À l'origine, l'idée qui est une bonne idée à mon sens de Facebook, qui est on y va pour avoir des informations sur les gens auxquels on tient, a été vraiment diluée par leurs décisions d'il y a quelques années, qui sont compréhensibles. Ceci dit, c'était compréhensible de se dire oula, faut faire attention à Twitter, ils sont en train de bouffer, enfin de montrer une tendance importante. Mais bon. Et évidemment, ce qu'on peut souligner aussi, c'est le fait que leurs déboires dans les questions politiques de ces dernières années sont sans doute pas étrangères à leurs décisions. C'est-à-dire que ils se rendent compte. À mon avis, il y a deux choses. D'une part, ils se rendent compte que effectivement, les articles les plus positifs et avec le plus d'engagement des utilisateurs, donc qui créent ce sentiment positif dont tu parles, c'est des articles personnels. Et les autres articles, c'est pas vraiment, c'est des trucs qui intéressent les gens de moins en moins. Et quand ça les intéresse, c'est tellement de trolls, de spam et de gens qui viennent se hurler les uns sur les autres que ça crée une expérience négative. Et d'autre part, le problème, c'est que c'est impossible de faire la police là-dedans. Ils s'en rendent compte, donc ils vont essayer autant qu'ils peuvent. Mais je crois que le fait d'arrêter de se focaliser sur cet aspect, c'est aussi Facebook qui se dit oula, on va jamais réussir à nettoyer tout ça, ça nous amène que des emmerdes, donc on va lever le pied sur ce type d'articles et ça va nous enlever des maux de tête dont on pourrait se passer, quoi. Donc je pense qu'il y a ça qui joue aussi, tout ce qui est fake news pour simplifier la chose est important aussi, quoi. Tout à fait. Non, mais puis c'est marrant de voir. Enfin oui, du coup, il laisse les problèmes finalement presque à Twitter. Quand tu parlais de débat de gens énervés, ouais. Du coup, on va laisser ça à Twitter. Mais je suis d'accord. Enfin voilà, moi à mon avis, Facebook doit revenir finalement à quelque chose de presque le calendrier de ta famille, un peu tes amis proches, essayer de pouvoir communiquer facilement, je sais pas, sur tes prochaines vacances. Enfin, pas forcément toujours quelque chose ça doit pas forcément être toujours quelque chose de politique ou quelque chose en rapport avec l'actualité. Ça peut être des partages très personnels et finalement on n'a pas vraiment de réseau social qui permet de faire ça autre que Facebook. Tu vois, ils ont pas vraiment de concurrence, je trouve, là-dessus. C'est non, pas c'est sur sûr. Twitter, Instagram ou un autre que tu vas vraiment partager quelque chose qui t'arrive de façon personnelle et que tu veux garder dans un cercle relativement proche, en fait. Et d'ailleurs, c'est pas du tout innocent ou comment dire altruiste comme décision, on s'en doute bien, mais c'est bon de le préciser. L'engagement des utilisateurs de Facebook était enfin baissait depuis quelques années. C'est-à-dire qu'ils peuvent voir également que la tendance est négative et donc le changement est sans doute aussi un changement d'auto-préservation en quelque sorte, comme c'est toujours le cas avec ces grandes sociétés, ces grands écosystèmes. Ce qu'ils font, c'est évidemment pour s'assurer de durer le plus longtemps possible. Et là, ça a semblé affecter négativement, pas seulement le sentiment qu'avaient les utilisateurs par rapport à Facebook, mais le fait qu'ils utilisent le service peut-être de moins en moins aussi. Par contre, tu disais que les gens ce changement, cette annonce, l'avaient accueilli plutôt positivement. Je suis d'accord que les gens l'ont plutôt accueilli positivement. Par contre, les médias, du coup, vu que c'est un changement qui va amener les sites d'actualité et la presse à avoir moins d'influence sur Facebook finalement. J'ai l'impression que du coup la plupart des sites ont analysé cette nouveauté par juste leur angle personnel en fait de comment on va faire pour notre business et comment on va faire pour la presse en ligne finalement, en oubliant peut-être un peu l'utilisateur en fait. Enfin, je trouve que des fois l'angle choisi par les journaux était pas forcément, enfin, pouvait être intéressant, mais c'est pas le seul angle possible quoi. Je trouvais aussi, souvent je trouve que les sites ont oublié l'angle des utilisateurs, de pourquoi ils font ça côté utilisateur quoi.
C'est vrai que c'est l'autre aspect de cette histoire qui est importante aussi et qui les concerne tellement qu'il y a eu un petit vent de panique qui a soufflé chez les médias et chez les médias en ligne. Il y a d'ailleurs un article d'excellente qualité de Frédéric Filloux qui fait Monday Note, qui est une série d'articles tous les lundis. C'est un chercheur et un professeur en journalisme. C'est un Français qui enseigne aujourd'hui aux États-Unis, à Stanford, si je ne m'abuse, et il fait toujours des articles très intéressants. Et il a écrit donc un article sur le sujet en soulignant la chose et en disant qu'effectivement c'était à court terme assez inquiétant pour les médias, mais c'est inquiétant parce qu'ils se sont eux-mêmes mis dans une position un petit peu forcée, on le comprend, mais il n'empêche, dans une position où ils étaient extrêmement dépendants du trafic que leur envoyaient des réseaux comme Facebook. Il y a même des médias, c'est peut-être pas les médias traditionnels, mais il y a des médias qui ont construit entièrement leur business model sans site propre, site propriétaire, et en diffusant uniquement leur contenu sur des sites comme Facebook ou ce genre de réseau. Et pour eux, bien sûr, ça va être un impact énorme. Mais ce qu'il dit également, et qui moi me paraît assez juste, c'est que Facebook a en fait, par son omnipotence, un petit peu tué les notions de marque, d'auteur et de business model. C'est ce qu'il dit spécifiquement. Et en fait, l'information était tellement fluide et se partageait tellement, et ça va encore être le cas, mais il n'empêche que ça va un petit peu changer, que l'origine de l'information n'avait presque plus d'importance. Et là, l'opportunité qui est extrêmement forte à mon sens et qu'il souligne, c'est que c'est une opportunité pour les éditeurs de contenu, les éditeurs de presse en fait, de reprendre la main sur leur marque, sur leur site propriétaire, sur leur relation surtout directe avec leurs lecteurs ou leurs spectateurs ou ce que c'est. Et pour tout un tas de raisons, moi je suis évidemment complètement convaincu par ce sujet. Non, l'une des raisons et non des moindres, c'est que c'est le type de relation que on a, nous podcasteurs, et moi en particulier podcasteurs, avec le public. Et j'avoue que cette relation directe est pour moi hyper importante, parce que quand on se met à la merci d'une plateforme tierce, et on l'a vu à plusieurs reprises avec Facebook, avec YouTube, avec d'autres, quand on se met à la merci, quand on met tous les œufs dans le panier d'une plateforme tierce, eh ben on est justement à la merci de son bon vouloir et de ses sautes d'humeur. Donc pour moi, sur le court terme, c'est une difficulté, mais c'est une difficulté à surmonter qui mènerait à une opportunité à l'avenir. Et cette identité, cette marque forte, c'est un atout qui a été très longtemps, pendant ces 5-10 dernières années, négligé par les éditeurs de presse, à tort, je pense. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ton analyse. Sur les médias, j'espère qu'ils pourront effectivement réagir, que ce sera une prise de conscience quelque part, cette nouvelle problématique. Est-ce que vous en avez discuté, vous? Enfin, j'imagine que oui, vous êtes une petite maison de presse dynamique en France, mais j'imagine que ça vous affecte aussi. Est-ce qu'il y a eu des discussions dans la rédac sur ce sujet spécifiquement, ou même pas tellement? Vous êtes déjà dans l'optique, on a une marque forte. Bon, on s'en était déjà rendu compte, tu vois, bien longtemps avant. Non, c'est une réflexion constante de toute façon sur déjà sur les réseaux sociaux en général, dès que sur les évolutions, les tendances, etc. C'est sûr que c'est une réflexion que tu es obligé d'avoir constamment, de à la fois de comment te démarquer et comment accompagner les tendances, par exemple là je pense à un truc, c'est la montée en puissance de la vidéo au cours des dernières années. Bon, ça fait un petit moment maintenant, mais et je parle pas forcément de YouTube, mais je parle même de la vidéo sur Twitter. D'ailleurs, tu parlais de médias qui se sont lancés purement sans site propre. On peut penser à Brut par exemple, qui est accessible que sur des réseaux sociaux. Alors eux, ils sont sur plusieurs, ils sont pas que sur Facebook, donc voilà, mais c'est typiquement, je pense, c'est le genre de site auquel tu pensais. Enfin, le genre de plateforme ou de service auquel tu pensais.
Mais ce qui est marrant, c'est que Brut, tu vois, ils ont réussi quand même à faire une identité forte, parce que tu dis Brut, tu sais tout de suite à peu près à quoi ça correspond. Alors c'est sûr qu'ils vont avoir des problèmes sur Facebook, parce que on a aussi eu la confirmation que ça impacterait la quantité d'apparitions de vidéos. Et eux, ils font beaucoup de ça. Mais c'est marrant parce que eux, ils ont une marque assez forte et une identité assez forte. Donc peut-être que c'est possible de de trouver un compromis, mais bon, disons que oui, mais bon, ils sont quand même. Après, ils ont aussi leur force d'être présents sur plusieurs, d'être vraiment sur tous les réseaux sociaux possibles. Et c'est comme sûr. ça évite ce côté tous les œufs dans le même panier dont tu parlais, même si finalement, ils ont quand même pas leur site propre, quoi. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Donc bon, voilà le gros changement pour Facebook. On ne sait pas exactement quand ça va être mis en place. Ils l'ont annoncé. Ils préparent le terrain, on va dire. Mais moi, je suis vraiment convaincu que c'est une opportunité pour les titres de presse et on est un petit peu en train de revenir à quelque chose de plus équilibré, je crois. Mais bon. Oui, ça, sur les discussions qu'on avait en interne, c'est aussi le fait que c'est pas encore très précis. Pour l'instant, c'est plus c'était presque les vœux de Mark Zuckerberg en fait de début d'année qui annonçait un changement. Même lui, il le dit que c'est des changements qui seront pas immédiats. Ils viennent de changer, quoi. Donc il faut modifier leur feuille de route et finalement c'est des changements qui vont apparaître dans les mois, voire même pas années, mais ça va mettre du temps, quoi, à apparaître. Oui, d'ailleurs oui, vas-y. Juste, tu mentionnais le fait que Facebook était devenu de plus en plus complexe. Ils ont aussi annoncé dans le même ordre d'idée, on l'a pas noté dans les notes de l'émission, mais que Messenger, leur service de messagerie instantanée, allait aussi être simplifié, être allégé, parce que là aussi, c'était un peu perdu à ajouter des services qui n'étaient pas forcément tout le temps cohérents avec le service qui était Facebook Messenger. Et là aussi, ils vont aller dans de la simplification et un peu essayer de repenser la chose, quoi. Ouais, sans doute une bonne direction dans laquelle aller là aussi, ouais. Donc voilà, je pense plutôt positif cette histoire de Facebook. C'est pour plein de raisons et avec plein de conséquences, mais dans l'ensemble, moi je trouve que c'est plutôt positif, quoi. Oui, tout à fait. De toute façon, on a l'habitude avec Facebook. Souvent, les changements annoncés par Mark Zuckerberg sont bien réfléchis, quoi. Ouais, c'est pas faux. On l'a vu souvent rebondir sur des choses de façon assez maligne, quoi. Parlons d'un autre mastodonte de l'internet, du cybernaute, c'est YouTube qui a annoncé des changements dans leur politique de programme de partenaires. Alors, de quoi s'agit-il ? En fait, pour pouvoir monétiser vos vidéos sur YouTube, il fallait faire partie du programme des partenaires. Et jusqu'à maintenant, pour faire partie de ce programme, c'était à peu près automatique quand vous atteigniez 10 000 vues sur toutes vos vidéos. Donc avant 10 000 vues, vous ne pouviez pas faire partie du programme des partenaires et donc vous ne pouviez pas gagner d'argent sur YouTube. Et ils ont changé ce seuil pour atteindre le programme des partenaires à un seuil qui est différent, qui sera désormais d'avoir d'une part 1000 abonnés et d'autre part d'avoir 4000 heures de vues cumulées, bien sûr, sur les 12 derniers mois. Et en parallèle de ça, ils ont aussi annoncé qu'ils allaient mettre en pause l'intégration de Logan Paul au programme de partenaires préférés et mettre en pause, ils l'ont supprimé de ce programme, donc c'est un certain type de publicité mieux considéré, on va dire, et en plus ils ont mis ces projets YouTube Red, donc les productions de YouTube, en pause. Et entre parenthèses, Logan Paul, on en a parlé la dernière fois, mais il a toujours pas donné signe de vie. Ça fait 15 jours, 2 semaines, et en temps internet, c'est très long, 2 semaines, qu'il est toujours. Son dernier message, c'est: je vais prendre un moment pour réfléchir. Donc ensuite, on en pense qu'on veut, on en a déjà parlé, mais voilà, ça fait plus de 15 jours, il a toujours rien fait. Mais donc, ils ont mis ça en pause et surtout, l'autre élément important de leur annonce avec le changement du seuil pour la participation à la monétisation, c'est qu'ils vont désormais faire plus attention aux vidéos qui sont publiées et en particulier les vidéos publiées par leurs créateurs les plus populaires. Ils ont dit qu'ils vont se débrouiller pour valider la monétisation sur
les 5 plus gros pourcents des vidéos publiées sur leur site. Enfin, 5% des plus grosses vidéos, ou le top 5% des vidéos publiées sur leur site. On ne sait pas exactement comment ça va se passer, mais ils vont les passer en revue manuellement. Donc, quelqu'un va regarder les vidéos et dire, OK, celle-là, on peut la monétiser ou on ne peut pas la monétiser. Sachant que derrière la monétisation, ce qu'il y a évidemment, c'est une motivation à créer différents types de vidéos. Et donc, s'ils réussissent à ne pas monétiser des vidéos qui seraient critiquables, eh ben ça pousse les gens à ne plus vouloir créer ces vidéos entre guillemets critiquables. On a vu, vous l'avez entendu, hein, tous ces sujets, c'est des sujets qui courent depuis longtemps. Il y avait des vidéos critiquables de différents types qui étaient publiées sur le site pour des questions de monétisation et d'optimisation de recherche et ce genre de choses. Donc, ça, c'est les changements tels qu'ils ont été implémentés. Il y a, comme je le disais, 2 éléments. Parlons d'abord de la question des petits créateurs. Parce que là, ça a provoqué une sorte de fronde chez les petits créateurs qui me paraît quand même très... J'ai pas envie de dire malvenu, mais enfin, c'est vraiment les émotions qui parlent parce que il y a des créateurs en fait qui étaient, et j'en fais partie, qui faisaient partie du programme, qui pouvaient être qualifiés pour le programme de monétisation, donc qui avaient 10 000 vues, mais qui, avec le nouveau programme, c'est-à-dire 4 000 heures de vues sur les 12 derniers mois, ne sont plus éligibles et donc ne pourront plus monétiser leur vidéo. Et il y a plein de gens qui ont dit « Ah, mais c'est dégueulasse, YouTube rend les choses plus difficiles pour les petits créateurs, ça veut dire que ça va être plus dur de gagner de l'argent sur YouTube, machin truc. » Et sincèrement, je comprends pas les gens qui réagissent comme ça, parce que il faut se rendre compte que 4000 heures de vidéos, de vues cumulées, ça représente vraiment pas grand-chose au niveau revenu. Et il y a des gens qui me disent « Ah, mais c'est pas qu'une question d'argent. » Mais si, on parle exactement d'argent ici. On parle de la possibilité de monétiser vos vidéos. Et donc, la question de la monétisation, c'est est-ce qu'on va ou non pouvoir gagner de l'argent. Si on prend 4000 heures, j'ai fait des petits calculs rapides. Si on prend 4000 heures de vues, ça correspond au mieux du mieux à, on va dire, environ 5 à 8 dollars par mois. Et je comprends pas qui et quel créateur sur YouTube a tellement besoin de 5 dollars par mois qui va aller hurler contre YouTube parce qu'il leur a supprimé cet argent, quoi. C'est surtout que la vidéo, le service est toujours disponible. Vous pouvez uploader vos vidéos, continuer à faire votre travail sur YouTube et essayer d'atteindre ce prochain seuil qui est de 4000 heures sur 12 mois. Et entre parenthèses, 4000 heures sur 12 mois, ça correspond à quoi? Ça correspond à une petite communauté de 1000 personnes qui regarderaient 5 minutes de vidéo par semaine. Donc, enfin, je sais pas, si vous n'avez même pas 1000 personnes qui regardent 5 minutes par semaine, ou je sais pas moi, combien on va faire, 4000 personnes qui regardent 5 minutes par mois, si vous n'avez même pas 4000 personnes qui regardent 5 minutes de vidéo par mois, c'est que vous faites, enfin, c'est que YouTube est pas hyper, enfin, je sais pas, ça me paraît pas non plus que vous êtes un professionnel de YouTube, quoi. Et c'est ça la question, en fait. Est-ce que vous gagnez de l'argent avec YouTube ou un semi-professionnel de YouTube? Donc, je sais pas. Moi, cette poussée de cris d'outrage, de choutrage, comme je le dis parfois, est encore un cas de les gens qui savent pas contrôler leurs émotions et qui voient un truc qui les énerve un petit peu et qui disent « Ah mon Dieu, on a vu des gens qui me publiaient des vidéos où ils étaient en train de pleurer, quoi. » Et des gens qui allaient hurler sur YouTube qui est en train de rendre les choses plus difficiles, machin. Mais il y a aussi des gens qui disent peut-être que YouTube va montrer les vidéos les vidéos non monétisées moins que les vidéos monétisées. Mais ça non plus, ça n'a pas de sens parce que ils ont évidemment besoin de faire ressortir les nouveaux
aussi pour renouveler leur parc et pour ils peuvent pas se reposer sur OK, maintenant on a 500 créateurs qu'on aime et on ne va pousser que. Évidemment que non, ça n'a aucun intérêt pour eux. Ce que ça va vouloir dire, par contre, c'est que effectivement, ça va permettre de réduire la quantité de vidéos monétisées et donc peut-être d'augmenter un petit peu le prix des pubs ou de mettre plus de monétisation sur ceux qui sont monétisés, donc ceux qui essayent vraiment d'en faire au moins un hobby payant ou une professionnalisation. Et donc peut-être que ça arrangera un petit peu l'écosystème, mais enfin vraiment 4000 heures sur 12 mois. C'est comme je le disais, c'est une communauté de 1000 personnes qui regardent une vidéo de 5 minutes par semaine. Donc, ou 2000 qui regardent une vidéo de 5 minutes toutes les 2 semaines. C'est vraiment pas grand chose si vous essayez de faire YouTube sérieusement. Et sérieusement, ça veut pas forcément dire professionnellement. Bref. Je suis parti dans une longue tirade. Sur cette question des petits créateurs, t'en penses quoi, toi? Je pars en délire ou je touche à quelque chose? Alors, je suis pas forcément toujours d'accord avec, justement sur de la mob mentality, des gens qui sont. Je suis pas forcément toujours d'accord, mais là, dans le cas de YouTube, en fait, à la base, j'étais parti quand j'ai commencé à en entendre parler. J'en ai entendu parler par les gens qui étaient mécontents. Enfin, je voyais qu'il y avait qu'il se passait quelque chose sur YouTube. Apparemment, il y a des gens qui étaient mécontents. Moi, je regarde un peu de loin parce que je suis pas forcément. Je suis pas youtubeur et puis je suis pas forcément le plus gros client de YouTube du monde, quoi. Mais du coup, je commence à en entendre parler et du coup, je m'y intéresse un peu plus en détail et je lis les explications de YouTube, puis je lis les articles, notamment celui de Variety que je trouve vraiment bien fait et qui explique en détail voilà les changements qu'apporte YouTube et que tu viens d'expliquer. Et en fait, je me dis, mais enfin, oui, enfin, ok, très bien. Il y a pas de, enfin, c'est pas très grave, quoi. Et effectivement, je tombe également sur l'article de Polygon qui mettait plus en lumière les gens qui étaient mécontents. Et alors, il y en a qui ont des arguments. Enfin, il y a vraiment des arguments que je retiens que je trouve vraiment intéressants et sur des points sur lesquels je pense YouTube devrait revenir ou expliquer. Mais par contre, oui, enfin. Comme lesquels, par exemple? Tiens, donne-les-nous, parce que. Il y a le fait, il y en a que le changement qu'annonce YouTube soit rétroactif, et donc ils vont toutes les personnes qui font partie actuellement du programme, ils vont aller voir, et s'ils sont en dessous du nouveau seuil, ils vont ne plus faire partie du programme, ce qui en soi suit une certaine logique, on peut comprendre. Mais du coup, enfin, en l'occurrence, il y avait un YouTuber qui se demandait, mais du coup, enfin, les revenus que j'avais touchés, que j'avais pas encore touché, mais qui étaient sur ma cagnotte, enfin, je sais pas comment ça s'appelle, qui était en train d'être accumulé sur YouTube, mais que je n'avais pas encore touché. Où est-ce qu'ils vont partir en fait ces revenus-là, dans la mesure où je vais me faire sortir du programme à partir du moment où ils vont vérifier si c'est que je suis en conformité avec les nouveaux critères, quoi. Tu sais à combien ça s'élève, ces revenus? C'était moins d'une centaine de dollars, hein. C'est ça. Pas non plus. Voilà, non, donc effectivement, il y a un petit point d'interrogation parce que on ne peut se faire payer que si on a au moins une centaine de dollars, ou en Europe c'est 70 €, je crois. Donc si on n'atteint pas ce seuil, l'argent on peut pas le sortir. Et du coup, il y a des gens qui ont accumulé un petit peu d'argent, disons que vous êtes à 60 € avec votre monétisation qui est très lente. Et ben du coup, comme vous pourrez plus monétiser, vous pourrez jamais atteindre les 70 € et vous faire payer. Ok, je peux comprendre. Non, effectivement, là il y a un petit point d'interrogation là-dessus. Je suis d'accord. C'est pas non plus faut pas mettre le feu à YouTube, c'est pas incroyable c'est pas non plus la plus grosse préoccupation, c'est pas comme si le mec dépendait de ses 60 € pour payer le mois, quoi. Mais ou pour payer son loyer, quoi. Mais il y a en fait c'est plus dans la préoccupation qui était née de ça, c'était plutôt le côté cet argent je suis censé l'avoir gagné, quoi, l'avoir mérité par rapport à mon travail. Et les conditions changent et donc qu'est-ce qui va se passer? Et du coup c'est le genre de petit truc que j'avais effectivement repéré qui était intéressant, mais après oui, je suis aussi tombé sur la vidéo, enfin avec la photo de preview où la personne est en pleurs. Et ça c'est peut-être leur moyen d'atteindre avant
la mise en place des critères, d'atteindre le c'est nouveau ça, parce critère. que ça sera le 20 février, ouais, avec elle, je suis sûr qu'elle a, d'ailleurs, voyons combien de vues a sa vidéo. Ah non, même pas, elle est 2400 vues, donc ça a même pas spécialement beaucoup aidé. Mais oui, donc je crois qu'il y a beaucoup de gens, et c'est ça en fait qui est préoccupant. On parlait de mettre tous ses œufs dans le même panier tout à l'heure. Il y a beaucoup de gens qui se sont sentis, j'en ai parlé beaucoup sur Twitter, il y a beaucoup de gens qui se sont sentis en fait trahis par YouTube. Genre YouTube leur avait donné un certain statut, genre on vous fait confiance, on est avec vous, et puis là on le leur retire. Et pour moi, c'est vraiment la cause du problème pour ces gens-là, c'est que le truc, c'est que c'est pas YouTube qui devrait vous donner ce type de validation, quoi. Votre validation, c'est votre public, même s'il est modeste, même si c'est quelques centaines de personnes, c'est déjà quelques centaines de personnes qui passent du temps à vous regarder ou à vous écouter ou à ce que c'est. Et c'est d'eux que vienne la valeur de votre travail. C'est pas du fait que YouTube va pouvoir vous dire vous pouvez gagner $5 par mois. Enfin, là, à mon sens, il y a vraiment, je comprends la logique du truc, je comprends la logique émotionnelle de la chose, de dire ah cool, YouTube m'a dit que je faisais du bon boulot, ils m'ont passé dans le programme partenaire. Et du coup, quand on l'enlève, ça fait un petit peu mal au cœur. Je comprends, mais c'est une réponse émotionnelle qui est injustifié. C'est pas de là qu'on devrait tirer sa satisfaction du travail qu'on fait sur YouTube. Donc bon, moi c'est comme ça que je l'ai analysé, mais à côté de ça, il y a aussi donc la question de la validation manuelle des vidéos monétisées. Et là, ça pose aussi une grosse question. Parce que, à force de hurler sur YouTube, ils devraient mettre à vérifier tout ce qui se passe sur leur plateforme, je peux vous garantir qu'à partir du moment où ça sera implémenté, ça va poser d'énormes problèmes aussi. D'une part, parce que les vidéos en question, combien de temps elles vont mettre à être passées en revue. Même si elles mettent 12 heures ou 24 heures parfois, ça veut dire qu'un créateur qui a l'habitude de publier une vidéo, elle est tout de suite disponible, eh ben oui, il pourra la mettre disponible tout de suite, mais elle sera pas monétisée au début. Et au début, si elle est, c'est au début qu'une vidéo fait le plus de vues. Donc, d'une part, il y a la question de est-ce qu'il va falloir retarder la sortie d'une vidéo quand on parle de sujets brûlants, ça peut être hyper pénalisant. Et d'autre part, il y a le fait de, évidemment, il y a des cas où ça va être clair ou pas clair. Si on parle de la vidéo du suicidé de Logan Paul, évidemment, c'est clair qu'elle serait pas passée au travers. On l'imagine. Enfin, on pense, mais il y a plein de vidéos où ça va être, vous allez voir, je vous le garantis, dans les mois à venir, des articles avec censure YouTube, moi j'ai fait tel ou tel truc que YouTube n'a pas apprécié, ils m'ont démonétisé ma vidéo, ou ils ont pas autorisé la monétisation de la vidéo, scandale, qui a dit que YouTube devait décider de la morale et de ce qu'on peut dire ou pas dire, ou de ce qu'on peut montrer ou pas montrer. C'est exactement le piège qu'on décriait il y a depuis des mois et des années. Les auditeurs qui écoutent l'émission le savent, et je suis convaincu que on va avoir on en a déjà des exemples, mais là, ça ne va faire qu'empirer les choses à ce niveau-là. Mais donc bon. Je suis pas aussi pessimiste que toi sur la question. Je sais que tu vas me contredire avec des exemples parce qu'il y en a eu, mais c'est ce que fait Apple par exemple avec la publication d'applications sur l'App Store. En gros, c'est contrôlé, quoi. C'est quelque chose qui sera moins ouvert de façon large et qui sera plus contrôlé par un humain. Et oui, des fois, ça va poser des problèmes. Mais on verra. Je pense pas que, disons que j'ai pas l'impression. Ça rentre dans le cadre du Google contrôle sa plateforme, mais c'est pas. Est-ce que c'est un problème, voilà, si telle ou telle vidéo sera monétisée ou pas monétisée selon les conditions que Google sera fixé en interne? Bon, je sais pas, ça me pose pas plus de problèmes si tu veux. Tu sais, le jour où ça sort dans la presse grand public que YouTube a démonétiser une vidéo qui montrait des peintures de nus, par exemple, ça c'est un problème qui est récurrent sur Facebook, des peintures où on voit des seins, par exemple, qui sont moins acceptables dans d'autres pays. On peut parler des États-Unis, on peut parler d'autres pays, mais sûr. Et il y a des trucs que eux acceptent que nous on n'accepte pas, tu vois. Et du coup,
Ouais. Mais tout comme il y a eu des applications, enfin là je pensais à l'App Store parce que il y a eu quand même plusieurs articles justement de telle application, enfin telle app a été refusée par Apple. Oh là là, regardez, c'était juste une application qui parlait de je sais pas quoi et ça a été refusé parce que puritanisme américain, etc. Alors qu'Apple autorise telle ou telle application, voilà. Moi je crois qu'il y a, moi en fait ce qui m'interpelle, c'est qu'il y a autant de mouvements pour pousser Facebook à mieux contrôler leur plateforme que de mouvements qui vont ensuite dire Facebook contrôle, enfin on parle de Facebook, pardon, je veux dire YouTube, autant de mouvements qui disent, qui poussent YouTube à plus contrôler leur plateforme que de mouvements qui vont dire bientôt ou qui sont peut-être déjà en train de dire, oh mon Dieu, YouTube c'est des nazis, ils nous laissent pas dire, voilà, ils veulent contrôler ce qu'on peut dire et ce qu'on peut penser et puritanisme américain et machin. Donc et le problème c'est que en réalité à de rares exceptions près, tout le monde aurait des décisions différentes sur ce qui est acceptable ou pas. Si on te montre une vidéo, la moitié de la France va te dire bah oui ça passe, et l'autre moitié va te dire mais non jamais de la vie c'est scandaleux que ça passe. Tu vois, donc c'est un jeu où ça. Mais bon, peut-être que c'est le monde dans lequel on va vivre et qu'il faut accepter et qu'on va apprendre à gérer ce genre de truc où, bah oui, c'est une décision de Facebook et tant que c'est pas illégal, bah c'est eux qui ont décidé la manière dont ils sont en train de curate leur plateforme. Peut-être qu'il va falloir finir par l'accepter, c'est possible. Je sais pas. Après, ce dont on parle là, ça concerne que le top, je sais plus. C'est les 5%. Ceux-là, c'est les vidéos qui vont passer en vue à la main. Et ça encore, je sais pas comment ils vont réussir, hein, parce que le top 5% des vidéos monétisées préférées de leur preferred programme, ça représente quand même énormément de vidéos et même un décalage de 6-12 heures. Enfin, il y a plein de créateurs et on sait qu'ils aiment bien propager l'énervement et l'outrage. Ces créateurs-là, à mon avis, ça va pas bien passer avec eux. Donc, je sais pas. C'est là où j'ai plus un problème par contre avec le truc, c'est que les deux réformes là que YouTube annonce finalement, pour moi, ça ne règle pas vraiment le gros problème fondamental de YouTube, c'est cette sorte de d'encouragement à la médiocrité de vidéos où il faut tu sais l'aperçu de la vidéo avec des emojis choqués et tout ça, et il faut que la vidéo soit la plus buzzante possible, mais en la faisant c'est un autre problème. Ça c'est le business model de la pub qui est en question et c'est pas un problème que de YouTube. Mais oui, d'accord, mais c'est un problème. Enfin, c'est la raison pour laquelle, pour moi, enfin, en sous-texte, enfin, le problème de la vidéo de Logan Paul, c'était pas forcément Logan Paul en lui-même. C'était le fait que pendant 24, 48, 72 heures, la vidéo, elle était encore monétisée par YouTube et que ça posait pas vraiment de problème à YouTube pendant qu'elle cartonnait, quoi. Et que après ils ont réagi après coup, mais ça résout ce problème puisqu'ils sont en train de dire qu'ils vont vérifier à la main chacune des vidéos du top 5%. Donc une vidéo comme celle-là, bon ensuite on pourra dire oui mais en fait ils ont regardé la vidéo et ils ont dit qu'elle pouvait passer parce qu'ils ont pas approuvé c'est Logan Paul lui-même qui l'a viré. Mais bon, s'ils ont des règles strictes, et je pense qu'après ce énième scandale, ils sont en train d'implémenter des trucs un peu plus stricts, elle aurait été attrapée, je pense. Enfin, la méthode, en tout cas, est prévue pour ça. Maintenant, peut-être qu'ils y arriveront pas, ou qu'ils les laisseront passer sciemment. Mais l'idée de vérifier à la main les 5 plus gros pourcents, c'est pour ça. C'est justement pour pouvoir dire, s'il y a des trucs qui devraient pas passer, on va pas les laisser passer. Non? Oui, peut-être, mais en plus, ça concerne pas que les 5%. Bref, c'est un problème complexe, mais pour moi, c'est un truc général. Oui, peut-être. Mais bon, voilà, tu vois, ça encourage pas des programmes de qualité comme le Rendez-vous Tech en podcast, tu vois, par exemple. Ah, c'est tellement bien amené. Merci beaucoup, Kassim. Et d'ailleurs, vous savez ce qui peut encourager les programmes de qualité. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr, c'est le fait de contribuer financièrement à ces programmes de qualité. Bon, je vais juste mentionner rapidement qu'il y a plein de gens qui ont dit peut-être que ça pourrait donner une opportunité à Amazon de faire quelque chose avec Twitch, mais les gens qui sont frustrés de YouTube, je pense pas que c'est les gens qui vont faire décoller Twitch. Ceci dit, Twitch est en train de mettre en place un système de vidéos préenregistrées, mais il est un petit peu différent de celui de YouTube. Donc peut-être que sur 5 ans ou 10 ans, ça pourra permettre à Twitch
peut-être que sur 5 ans, on va dire, Twitch pourra émerger comme une plateforme alternative de vidéo à la demande et plus seulement de streaming de jeux vidéo, parce que c'est vraiment leur cœur de marché. Mais traditionnellement, les marchés tellement niches, en particulier sur le gaming, ils ont beaucoup de mal à ensuite aller sur d'autres domaines. Et je crois que Twitch est vraiment, ça me surprendrait beaucoup qu'ils réussissent à s'étendre sur un public aussi large que celui de YouTube. Mais bon, à voir peut-être. En tout cas, ça sera pas pour tout de suite, et ça sera certainement pas ces petits changements-là du programme de partenaires de YouTube qui vont créer ce genre de choses. Mais donc, pour revenir à ce que suggérait effectivement Cassim, je voudrais remercier très chaleureusement les auditeurs qui choisissent de soutenir l'émission, parce que c'est vrai que c'est le moteur de la professionnalisation de ce podcast, et c'est clairement grâce à votre soutien et à votre soutien financier que l'émission peut continuer à exister comme elle est et ne pas dépendre d'annonceurs ou de sponsors ou de faire du sensationnalisme à tout va. Et je voudrais donc aujourd'hui spécifiquement remercier certains des auditeurs qui sont allés sur patreon.com, et donc je vous donne les noms. C'est Jean-Alain Abinasser, Laurent Gaillet-Métois, Adrien, Béné Kenobi, Florian Blanc, Romain Leclerc, Thibaut Bouvet, Adrien Gonin, Jean-François Damso et Laurent Yeb. Merci à vous tous et merci à tous ceux qui soutiennent l'émission. C'est sur patreon.com/rdvtech et c'est super simple, ça prend 2 minutes de créer un compte et vous pouvez donc choisir le nombre d'émissions que vous soutenez par mois. Si par exemple au mois de février, donc avec l'émission spéciale, il risque d'y en avoir 3, vous pouvez dire moi je veux en soutenir que 2 ou ce que c'est. Et vous pouvez donc vous engager. Il n'y a pas d'engagement en fait, donc vous pouvez choisir, vous abonner maintenant. Et puis dans 6 mois, vous dites j'en ai marre, j'écoute plus cette émission. Patrick fait que défendre YouTube et Facebook de manière complètement déraisonnable. Donc je veux plus le soutenir. Et vous arrêtez votre abonnement. Vous n'avez aucune période spécifique. Vous faites quand vous voulez et au montant que vous voulez. Vous choisissez si vous voulez donner $1, $2, $3, ce que c'est. Et donc c'est hyper simple. C'est sur patreon.com/rdvtech. Le lien est dans les notes de l'émission, donc vous pouvez aller vers les notes de l'émission tout de suite et vous abonner directement sur votre portable. Si vous n'avez rien de mieux à faire pendant que vous êtes dans le métro ou dans le train par exemple, moi je pense que ça serait un excellent usage de votre temps. Merci en tout cas à ceux qui choisissent de le faire. Et donc on continue pendant que vous êtes en train de cliquer sur les liens Patreon à vous parler des news et des rumeurs de ces dernières semaines. Une news qui est un petit peu gaming, mais en même temps tellement grand public qu'on va en parler dans le rendez-vous tech et qui est un petit peu tech aussi, c'est une annonce de Nintendo qui a surpris tout le monde, c'est le Nintendo Labo. Alors qu'est-ce que c'est que le Nintendo Labo ? C'est des morceaux de carton qu'on plie et qu'on accroche à une Nintendo Switch et ça fait des jouets. Alors ça peut paraître étrange, mais c'est exactement ce qu'ils ont annoncé il y a quelques jours. En fait, c'est un système assez ingénieux de carton prédécoupé, pliable, avec également des élastiques et des câbles, des fils qui font des constructions dans lesquelles viennent se loger les différents éléments de la console Switch. Alors pour ceux qui ne le savent pas, la console est constituée d'un écran et de 2 mini manettes qui viennent s'accrocher sur les côtés de la Switch. Je pense que la plupart d'entre vous connaissent ce système. Et donc, avec ces morceaux de carton prédécoupés, on peut créer des petits jouets comme alors si on prend je sais pas, différents exemples, il y a un piano qui va permettre de jouer au piano tout simplement. Il y a des petits robots dans lesquels on va mettre les manettes, et les manettes qui vont vibrer vont les faire se déplacer. On peut les contrôler avec l'écran. On va pouvoir se créer une sorte d'exosquelette de robot nous-mêmes, dans lequel on va placer aussi les manettes et qui va ensuite contrôler le robot, les mouvements du robot à l'écran. Il y a plein de petits trucs comme ça. Il y a des courses de motos. Il y a une canne à pêche. Il y a plein de petits trucs. Et ça coûte le prix d'un jeu normal, donc le jeu plus
modèle en carton, coûte le prix d'un jeu normal, à peu près 70 €. Et les réactions ont été intéressantes. Je pense que les gens qui aiment bien Nintendo ont trouvé ça génial et genre ça réveille notre cœur d'enfant. Les gens qui aiment pas trop Nintendo ont dit 70 € pour un morceau de carton. Alors qu'évidemment, c'est pas que ce que je disais sur Twitter, c'est pas que le carton qu'on paye. On paye la R&D, le design, le système de la Switch qui a été installé par Nintendo et bien sûr le jeu en lui-même qui est vendu avec la console, comme l'ont fait remarquer beaucoup de gens sur Twitter. Toi, t'en as pensé quoi de ce truc? C'est le retour du casual gaming qui s'adresse à tout le monde chez Nintendo, ou c'est un petit truc sympa en plus pour la Switch? Ouais, je pense que le casual gaming, surtout, il est jamais vraiment parti de Nintendo, mais oui. Moi, alors, je suis ni fan de Nintendo ni anti-Nintendo. Du coup, j'avais une position un peu entre les deux, c'est-à-dire que je trouvais ça un peu cher quand même pour du carton, même s'il y a de la R&D, etc. Ça reste, oui. Mais par contre, je pensais que c'était d'abord, je pense que c'est une très bonne idée. Je pense que ça va permettre à Nintendo de cartonner encore une fois. D'ailleurs, c'est le cas de le dire. De cartonner. Non, en plus, c'est l'expression que j'utilise. Bon, et de cartonner à Noël. J'ai l'impression que du coup, la Switch, en plus de la retrouver dans chaque Micromania, Fnac, Darty. Du coup, on va la retrouver dans chaque Toys R Us. Bon, ça fermé, mais la grande récré, je sais pas moi, nature et découverte et ce genre de trucs. Parce que vraiment, en plus la façon dont c'est présenté, les images et tout, c'est beau, c'est, je sais pas, c'est, oui, c'est un retour à l'enfance. Alors du coup, ça pour moi, ça s'adresse effectivement pas aux joueurs et c'est peut-être eux qui ont été le plus déçus et peut-être qui ont fait le plus de bruit sur Twitter, justement. Mais c'est vrai qu'ils avaient annoncé depuis le début que c'était un truc qui s'adressait aux enfants et aux grands-enfants. C'est de cette manière qu'ils le disaient. Et oui, c'est clairement... Oui, ça s'adresse aux enfants et aux gros-enfants. C'est assez bien... c'est bien résumé, exact, ouais. Et du coup, je pense que c'est vraiment intéressant. J'attends aussi de voir à quel point ils vont... Selon moi, Nintendo serait peut-être bien intelligent d'ouvrir ça à des tiers qui pourraient éventuellement créer d'autres modèles, d'autres patrons, parce que ils mettent beaucoup en avant la créativité, mais finalement quand tu achètes le kit, t'as pas 40, vu qu'en plus il faut un jeu vidéo à côté, t'as pas une infinité de trucs que tu peux fabriquer avec, et surtout c'est pas comme les Lego où c'est vraiment tu laisses libre cours à ton imagination. Là, c'est plus déjà c'est quand même plus sur des rails, sur ce que tu peux construire, quoi. C'est sûr. Et donc j'aimerais bien voir. Je trouve qu'ils seraient peut-être malins d'ouvrir presque même peut-être un App Store, tu vois, de concepts, de plans de fabrication et tout. Bon, je sais pas. Je pense que si ça marche, ça arrivera. Et puis surtout, il y aura plein de gens pour le faire de toute façon. Tu vois, je pense qu'il y a plein de gens qui vont, comme je le disais là encore sur Twitter, je pense que les usines chinoises sont en pleine, sont en train de tourner à plein régime avec des gens qui designent des trucs en carton plié à vendre sur Amazon pour 10 €. Non, ouais, puis au-delà de ça, c'est infini. Après, c'est quand est-ce que McDo va lancer le Happy Meal, Nintendo Labs, quand est-ce qu'ils vont justement Amazon t'en parlait, les colis Amazon, est-ce qu'on va enfin pouvoir faire quelque chose de nos colis en carton d'Amazon, tu vois? Ouais, effectivement, ouais. C'est bon, enfin, donc voilà pour mais vraiment très intéressant. Et du coup, c'est pas du tout tech. Tu disais que c'était tech, mais c'est l'inverse. C'est du carton, mais c'est comment utiliser du carton pour avec. Il y a quand même une Switch dedans. Hein. C'est oui, bien sûr. Mais c'est le truc le plus low tech possible annoncé depuis je sais pas quoi. Bon, parle-nous d'un truc un petit peu plus tech justement. On a le Galaxy S9 qui devrait être présenté au Mobile World Congress, qui arrive là dans un mois. Est-ce qu'on a des rumeurs sur ce S9? Ça va être une sorte de machine incroyable, merveilleuse, fantastique, qui va nous faire vouloir changer d'ordinateur, de portable. Non, alors c'est vrai que ça fait contraste avec l'annonce d'avant sur Nintendo, et c'est aussi ça que je trouvais rafraîchissant. C'était oula, ça coupe un peu. Ah pardon. Mais non, je sais pas si c'est passé. Vas-y, continue. Oui, c'est bon. Je disais que ça fait vraiment contraste avec Nintendo, et qu'en plus, justement, ce qui était rafraîchissant avec Nintendo, c'était à l'heure où on n'arrête pas de nous vendre de l'intelligence artificielle, du machine learning, des écrans bord à bord, etc. Ça faisait un peu du bien, je trouve, de souffler, de peut-être revenir à quelque chose de plus utile et concret, et tu vois, en attendant, je sais pas, il y avait vraiment une sorte de contraste avec, en plus, c'était une semaine après le CES, donc je trouvais ça très intéressant. Et donc oui, pour Samsung, le Galaxy S9,
pour le moment, ça prend tout le chemin, d'après ce qu'on sait, de ce que Apple aurait appelé le Galaxy S8s. Donc c'est maintenant Samsung a pris l'habitude comme Apple, mais c'est quelque chose de général à l'industrie, de renouveler son design un an sur deux et l'autre année de simplement faire des raffinements en fait. Et donc là, ça a l'air d'être un Galaxy S8 amélioré avec des performances supplémentaires, quelques ajustements, notamment le lecteur d'empreintes à l'arrière du téléphone qui avait été vraiment mal accueilli sur le précédent modèle. En fait, il était vraiment mal situé. Et c'est-à-dire qu'en fait, tu touchais son placement sur tu touchais l'objectif photo en fait instinctivement sur les téléphones de Samsung. Et donc là, ils l'auraient déplacé au centre, c'est-à-dire l'endroit choisi par tous les autres fabricants depuis 5 ans sur Android, et qui était pas choisi pour rien. C'est juste que ça tombait assez naturellement sous l'index quand tu tiens ton téléphone. Donc là, a priori, ce serait déplacé ici, mais il y a pas ça ne va pas révolutionner le smartphone. La dernière nouveauté, ce serait vraiment qu'ils auraient retravaillé l'appareil photo et qu'ils voudraient vraiment reprendre une marge d'avance, parce que c'est vrai qu'ils s'étaient un peu on pourrait dire endormi sur ce sujet-là par rapport à la concurrence. C'était pas les pires appareils photo du monde, hein, mais ils étaient pas champions de leur catégorie, ce qui est absolument inacceptable pour Samsung. Oui. Bah voilà, donc du coup il fallait reprendre ce leadership. Et puis ce qui est intéressant, c'est le fait qu'il soit présenté au Mobile World Congress. Donc effectivement, c'est en février et que les premières livraisons seraient en mars, qui est une sortie un peu plus tôt que d'habitude. Ce qui est assez cohérent parce les fuites avaient commencé plus tôt aussi que d'habitude, et ça prend du coup le chemin d'une certaine domination du marché par Samsung encore plus importante côté Android, en tout cas la rivalité se faisant avec Apple. Il y a vraiment ce côté, parce en parallèle on a appris par exemple que LG allait pas annoncer son téléphone au Mobile World Congress, qu'ils allaient même peut-être repartir à zéro d'une feuille blanche pour leur prochain smartphone. Oula, d'accord. On sent que voilà, HTC est un peu, disons que les concurrents de Samsung sont un peu en ordre dispersé. Restera probablement Huawei qui annoncera aussi son nouveau smartphone ça risque d'être un modèle Huawei Samsung en février. D'accord. Bon, d'accord. Donc un S9 qui serait, comme tu disais, un S8s. En même temps, Samsung fait des très bons téléphones, donc. Le S8 était sans doute l'un des meilleurs téléphones de l'année dernière, donc c'est sûr. Voilà, donc il y a pas besoin forcément de changer une équipe Ken, quoi. Tout à fait. On dit. Ok, très bien. Autre petite nouvelle, c'est je vais remonter un petit peu le sujet sur Hawaï, puisqu'on l'avait évoqué. Il y a eu tiens, parle-nous-en, puisque c'est toi qui m'as suggéré de l'ajouter aux séries de news. Qu'est-ce qui s'est passé à Hawaï la semaine dernière? Il y a les habitants de Hawaï qui ont allumé leur iPhone. Et puis entre deux, leur téléphone en général, c'est pas que les iPhones. Oui, leur téléphone, pardon. Oui, mais tout le monde n'a pas d'écran. Oui, mais la capture d'écran qui a circulé était celle de l'iPhone, oui, effectivement. Mais oui, ça peut être n'importe quel smartphone. Ils ont donc allumé leur smartphone et entre deux notifications de Twitter, des débats en cours, il y avait une alerte d'urgence pour dire qu'il y avait un missile balistique qui arrivait à Hawaï et que donc il fallait se réfugier au plus vite. Et que c'était surtout pas un exercice, tout écrit en caps lock, maximum, alerte maximum, quoi. Donc vraiment pas une blague et un truc assez pris au sérieux. Et on s'est rapidement rendu compte, ça a été un peu la panique parce qu'en plus Hawaï, donc on s'en rend peut-être moins compte en France, donc c'est dans l'océan Pacifique et c'est donc entre les États-Unis et la Corée du Nord. Et on est en pleine, en ce moment on est un peu en pleine panique. On voit ce que font Donald Trump et le dirigeant de la Corée du Nord sur Twitter. Du coup, c'est un peu la panique en ce moment. Et donc, ça a été bien sûr pris au sérieux. Et on s'est rapidement rendu compte en fait que donc c'était un accident. Et donc, je me rappelle notamment avoir vu passer sur Twitter une photo d'une autoroute où le panneau d'affichage au-dessus de l'autoroute indiquait que non, mais en fait c'était une erreur. Retournez chez vous les gens, s'il vous plaît. On est désolé. Et voilà, c'était une erreur. Ouais, ça me fait rire, mais c'est assez inquiétant parce que je me dis que du coup, on imagine qu'il y a eu des blessés, quoi. Mais tu sais, moi, ça me fait penser à si j'étais dans une situation comme ça, je crois que je serais tellement dans l'incrédulité que je ne réagirais même pas, je crois.
Je crois que je me dirais juste, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Ah, peut-être que si t'es à Hawaï et qu'effectivement il y a la menace de, l'inquiétude avec Donald Trump qui fait des tweets avec des boutons phalliques qui sont plus gros que ceux de Kim Jong-un. Peut-être que ça changerait la manière dont tu reçois les trucs, mais j'ai vraiment eu l'impression, je me dis, mais enfin, qu'est-ce que c'est que ces conneries, quoi? Et donc oui, effectivement, ça a été. Et le plus drôle, ça a été quand on a appris pourquoi l'erreur a été commise, qui était en fait, la manière dont l'interface de diffusion de ces alertes est conçue, c'est une série de liens hypertextes bleus, les uns en dessous des autres, avec celui qui avertit de l'arrivée d'un missile balistique juste en dessous du message de test, mais genre à la ligne d'en dessous, quoi, et sans aucune autre signalisation que le fait qu'il y ait écrit en majuscule state only, seulement pour l'État, sur le message véritable. Mais c'est conçu. C'est vraiment le facepalm de ce début d'année, quoi. Comment tu peux concevoir un truc comme ça? Tu sais, les gens qui se disent que c'est ce que tu me disais en préparant l'émission, le design est important. Et les gens, alors là, c'est même plus une question de design, c'est une question de bêtise, je crois, mais vraiment, c'est un exemple du fait que vraiment le design est parfois hyper important, quoi, vraiment. Donc. Mais c'est ça, c'est un truc. Moi, j'ai fait une formation justement d'interface, de programmation informatique, mais particulièrement sur les interfaces. Et c'est un truc sur lequel c'est un secteur qui se bat pour exister, entre guillemets. C'est sur le côté, c'est pas juste choisir les couleurs et on va mettre cette icône là parce qu'elle est jolie et choses comme ça. Enfin, c'est vraiment une science en soi, quoi. Et c'est une science qui est faite pour justement éviter ce genre de problème, notamment. Évidemment pas que, mais voilà, le design et la conception d'une interface, c'est pas un truc anodin. Et là, c'est l'exemple typique d'une mauvaise interface qui est probablement héritée. Enfin, vu la tête des liens, c'est probablement un truc hérité de X années. Certainement. Qui a pas été ça a l'air d'avoir 15 ou 20 ans, ouais. Au moins, facilement. Et c'est un truc. Bon, j'imagine que là, d'un coup, ils vont le passer en revue et y réfléchir, quoi. Ouais. Mais oui, voilà. C'était fâcheux, c'était plus un fait divers, mais ça remettait en lumière le fait que le design d'interface est important. Et à propos du design d'interface, Tim Cook a annoncé que avec la mise à jour qui ajouterait les informations de batterie à iOS, il y aurait également une possibilité de désactiver le ralentissement de votre appareil pour la protection de la batterie. Ce qui est, sans doute une bonne chose vu le scandale qu'a fait cette histoire, qui, j'en ai assez parlé l'épisode précédent, à mon sens est un scandale injustifié sur la fonctionnalité, justifié sur la communication. Mais du coup, il y a plein de gens qui ont dit c'est heureusement qu'on a le choix, c'est bien d'avoir le choix tout le temps. Et moi, je continue à penser que si cette fonctionnalité fonctionne bien, c'est-à-dire si elle ralentit votre appareil quand, disons, le risque qu'il s'éteigne est au-dessus de 50%, par exemple, ou même au-dessus de 30%, à ce moment, c'est bien qu'elle y soit. Donc, pour moi, le design, c'est aussi, pour tout le monde, le design, c'est aussi savoir ne pas donner le choix et dire non à une fonctionnalité. Et les gens qui disent non, il faudrait qu'on ait le choix sur tout. Comme on l'a dit, c'est pas vraiment la philosophie d'Apple, et Apple doit son succès justement au fait de garder pour lui ces décisions-là. Mais bref, tout ça pour dire que, en l'occurrence, à tort ou à raison, on aura la possibilité de désactiver cette fonctionnalité de ralentissement en cas de risque d'extinction, et ça pourra donner aux gens la possibilité de choisir et de peut-être de tester si oui ou non ce risque d'extinction est gênant ou pas. Mais bon, bref. Si j'étais Apple, je nommerais l'option dans les paramètres d'iOS, je mettrais obsolescence programmée on/off, tu vois. Pas mal, effectivement. Ça serait un nom assez approprié.
Mais bon, je pense que c'était la meilleure. Enfin, je pense au-delà de, oui, l'option était pas enfin, c'est pas forcément nécessaire, mais je pense que c'était la meilleure décision que Apple pouvait prendre. Là, par rapport une fois que le scandale eu lieu, je pense que c'était la bonne décision, c'était de laisser l'option, de laisser le choix. Oui, je crois que là, il y a une question de pragmatisme qui s'ajoute à la discussion, et bon, et je pense que la réalité, c'est que la plupart des gens ne vont pas laisser l'option. Voilà, elle sera sans doute activée par défaut, et de temps en temps, il y a des gens qui vont dire ah merde, je trouve que mon téléphone a ralenti, et là, ce qu'ils feront, c'est qu'ils auront la possibilité de tester. Enfin, ils auront les informations de batterie et ils diront bon bah essaye de désactiver l'option et tu vas voir si tu préfères. Et je pense que d'après tous les témoignages que j'ai eus, que ça soit sur Android ou iOS ou enfin tous les téléphones aujourd'hui, avec la technologie de batterie d'aujourd'hui et la puissance des processeurs mobiles d'aujourd'hui, bah sur Android aussi, il y a des téléphones qui s'éteignent quand la batterie est un petit peu usée, quand ils arrivent à 50-30%. Il y a eu plein de gens qui sont venus en parler sur Twitter suite à l'épisode précédent. Et donc là, on aura plus d'informations sur le sujet et les gens vont pouvoir décider, changer de batterie, changer de téléphone et tester la chose. Ok, pourquoi pas. Ce qui est clair, c'est que avoir l'information sera intéressant, même si elle est au fin fond d'un menu. Je pense que effectivement, c'est un état de l'appareil qui est suffisamment important pour qu'on ait l'information accessible quelque part dans le système. D'ailleurs, l'Italie a annoncé qu'ils allaient ouvrir. Enfin, c'est une agence italienne de lutte contre le monopole. Qui allait lancer une enquête sur le ralentissement des téléphones et en fait de l'obsolescence programmée contre Apple. Ok, on peut le comprendre, il y a eu le scandale, et Samsung. Et là, je pense que bon, évidemment, Samsung, gros constructeur Android, ok, en fait le problème, le débat sur l'obsolescence programmée porte vraiment sur les téléphones en général et pas que sur Apple. Mais j'imagine la tête de Samsung quand ils apprennent l'annonce de l'Italie, c'est genre mais pourquoi? Mais on n'a rien fait nous. Mais c'est Apple qui fait. C'est le type au fond de la réunion qui est sur son smartphone, tu vois, et d'un coup il entend son nom, tu vois. C'est ça. Et il lève la tête, quoi. C'est ça. Il est sur son téléphone, il prêtait pas trop attention. C'est genre, hein? Mais pourquoi moi? Mais j'ai rien dit. Mais c'est pas, c'est genre, ça me fait des flashs de lycée, tu sais. Monsieur Béja, au tableau. Et là, je me réveille. Quoi? Pardon? Alors, Marignan, 1515. Donc bref, c'est une annonce intéressante. Moi, bon, j'ai déjà expliqué ce que je pensais de ces sujets. Je pense que c'est un petit peu surfait ce débat, que il n'est pas impossible que les moments où les téléphones vont un petit peu moins vite, bon, ça arrange les constructeurs parce qu'ils se disent ok, on va laisser le truc couler, ça encouragera les gens à changer, pourquoi pas, mais je pense pas qu'ils fassent activement du ralentissement. Ça, c'est la question des nouvelles fonctionnalités qui font ralentir les téléphones et qui on gueulerait autant si les nouvelles fonctionnalités n'étaient pas implémentées. D'ailleurs, on gueule déjà quand les nouvelles fonctionnalités sont pas implémentées dans un ancien téléphone. Donc c'est encore une de ces questions insolubles qui a ses détracteurs et ses promoteurs. Et au final, moi, le point positif que j'y vois, c'est que en mettant tous les téléphones à jour au même niveau d'OS, on gagne sur la sécurité et sur l'uniformité du parc installé, ce qui est bénéfique pour les développeurs et pour l'écosystème. Donc ensuite, oui, ça a des désavantages du fait que votre téléphone va peut-être être utilisable enfin, dans le cas d'Apple, en plus, ils sont utilisables plus longtemps que les téléphones Android, donc c'est un petit peu compliqué comme débat, mais il va être utilisable, on va dire, que 5 ans. Encore que, moi, il y a des téléphones qui ont 5 ans, vous changez la batterie, il marche, il peut marcher 10 ans en l'état, il n'y a pas de... Bref, bon, on va pas repartir sur ce débat. Des tests de 5G qui commencent en France, avec 9 villes où les tests vont être opérés. Alors, quand même, la 5G sera pas implémentée commercialement avant 2020, mais bon, on s'en approche, hein, c'est dans 2 ans. La 5G est en train d'être testée. Il n'y a pas énormément à discuter sur le débat. Les débits pourront atteindre du 10 gigabits par seconde. Alors, c'est les tests théoriques, mais on imagine que ça va se
traduire en des débits assez importants à terme. Et on sait que les constructeurs, dont Apple, sont en train de tester la 5G pour les prochains appareils. Donc voilà, la 5G arrive. Il y a Samsung qui a fait une démonstration d'un modem 5G en behind closed door au CES par exemple. Donc enfin tout ça, toute l'industrie est en train de s'y mettre et le fait que ce soit en test en France, je pense, ça veut dire aussi que la France n'est pas forcément très en retard sur le sujet. Tu vois, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Ouais, non, c'est clair. Et c'est important la 5G parce que c'est vraiment une technologie mobile qui pourrait amener le haut débit plus facilement dans des zones qui ne sont pas fibrables. Ouais. Et ça, c'est très très important. Et je pense qu'à partir du moment où on aura la 5G, qui sera, on va dire, dans 2025, on aura d'un côté la fibre, parce que la fibre peut augmenter à des débits au niveau matériel. La fibre, il n'y a pas vraiment de limite théorique. Donc, il y a la fibre en câblé, enfin en filaire, en connecté, et en mobile, la 5G qui pourra donner des débits conséquents en mobile. Donc je pense que tout le reste après ça sera du passé. Même la DSL, si on a la possibilité d'avoir une connexion même 4G, c'est mieux. Les endroits qui seront connectés uniquement par la DSL, ça commencera à devenir vraiment comment dire, on l'espère que ça sera de plus en plus rare, quoi. Parce que pour le coup, implémenter de la 5G, ça pourra pallier beaucoup mieux à ces problèmes de connectivité. Et il y a des gens qui n'ont même pas de 4G aujourd'hui, donc oui, on peut se dire. Mais le problème, c'est que la 4G, en fait, c'est une solution un petit peu bâtarde. Donc peut-être qu'il y a des gens qui se. Ouais. Faut pas le penser. Enfin, le nom a l'air impressionnant comme ça, mais c'est plus un complément de la 4G qu'une vraie. Enfin, c'est pas une si nouvelle génération que ça. D'ailleurs, les deux pourront marcher de pair. Le téléphone pourra par exemple repasser en 4G. Enfin, comme la 3G, comme la 3G. Ouais, et la 4G, oui, mais actuellement, quand ton téléphone passe de la 4G à la 3G, tu le sens. C'est vraiment, il y a une déconnexion d'un côté, une reconnexion de l'autre, quoi. C'est très peu transparent, quoi. Il y avait vraiment une perte de compatibilité quand la 4G était arrivée. Bref, la 5G, ce sera un peu plus transparent et surtout. Enfin, ouais, comme tu le dis, l'idée c'est vraiment d'avoir une couverture plus large et puis aussi d'avoir plus d'appareils connectés au même endroit par antenne, C'est-à-dire que la 5G pourra être une vraie alternative là où on peut pas fibrer, ça sera une vraie alternative à une connexion physique. Alors que la 4G c'est pas vraiment tout à fait le cas. Ceci dit, tu sais si c'est de la vraie 5G qu'ils vont être en train de tester ou si c'est la 5G comme aux États-Unis où ils sont en train de commencer à commercialiser une fausse 5G comme à l'époque où ils avaient commencé à commercialiser une fausse 4G qui était de la 3G UMTS ou ce genre de truc. Non, là c'est la vraie 5G. Bah alors le truc c'est que la vraie 5G elle n'existe pas encore parce que c'est encore à l'état de brouillon. La norme n'a pas encore été totalement finalisée. C'est pour ça qu'ils testent. Mais oui, voilà, et on approche, surtout qu'on je crois qu'on en est à la 11e ou 15e révision, je sais plus, et on approche de la version finale, donc ils ont une idée assez claire de ce que sera la version finale du standard pour pouvoir commencer les tests. Mais ce sera c'est la vraie 5G là dont on parle. Bon, parlons un petit peu d'M6 qui a fait plier les FAI à part Free. Donc ils ont fait plier les FAI qui vont maintenant payer pour avoir le droit de diffuser la chaîne sur leur box. Ce qui est alors pour résumer un petit peu la chose, il y a plusieurs chaînes de télévision qui disaient il n'y a pas de raison que les FAI puissent diffuser nos programmes sans nous payer. Alors que, bien sûr, les box télévision sont une alternative à l'antenne, que ça soit hertzien ou numérique. Enfin, c'est dans tous les cas par les ondes. Et ça, c'est disponible gratuitement pour tout le monde. Donc, je sais pas de quel côté je tombe. Moi, je pense que je tombe plutôt du côté... ils devraient pas avoir à payer les FAI puisque ça devrait être disponible. Enfin, c'est juste pour éviter de poser des antennes partout. Donc... pour moi, c'est une comment dire, un coup de pression de M6 qui peut le faire parce qu'ils disent il faut que, enfin, les gens veulent avoir toutes les chaînes nationales et donc si on menace de ne plus leur fournir notre contenu, c'est un détriment pour leur box TV. Mais dans la mesure où les box TV sont là pour remplacer le signal hertzien et peut-être plus, s'il y a des trucs qui sont pas censés être diffusables par signal par télé numérique terrestre, qu'ils ajoutent à leur box, là ok, je comprends qu'ils puissent payer, qu'ils aient à payer ou qu'on demande qu'ils payent. Mais là,
pour des chaînes qui sont disponibles. Donc je sais pas si je suis d'accord avec la politique de M6. En même temps, bon, c'est des histoires de gros sous. Si M6 peut, c'est peut-être que le marché fait... Enfin, je sais pas vraiment quoi en penser. Toi, t'as un avis sur la chose, surtout que Free est en train de faire de la résistance. Ils disent on s'en fout, on vous paye pas, tant pis pour vous, quoi. Je sais pas. L'idée de M6, c'est pas seulement, l'enjeu, c'est pas seulement sa chaîne de télé. Pour eux, c'est leur service de replay et de vidéo à la demande. Eux, en fait, ils se perçoivent avec les opérateurs ils perçoivent les opérateurs en fait comme des concurrents à Netflix, qui est un peu étrange vu comme ça. En fait, d'après eux, par exemple, le service Orange Télé ou Freebox Télé ou ce que c'est, donc vraiment la télé que tu reçois par ta box, ce service de diffusion de télé, de chaîne, eux, ils voient ça comme un service qui du coup serait concurrent de Netflix, et donc que les opérateurs les opérateurs français auraient intérêt à protéger et à vraiment encourager donc à la fois la diffusion des chaînes de télé et puis la diffusion des replays et de la vidéo à la demande payante. Ah d'accord, donc tu veux dire que M6 voit, disons, une Orange Box comme une offre commerciale d'Orange qui la propose et qui est un atout commercial et qui est un concurrent de Netflix, et du coup le contenu de M6 et des autres alimente cette offre commerciale, et donc comme c'est une offre commerciale, il faudrait qu'ils soient compensés pour le truc. C'est ça. Ouais. C'est leur état d'esprit. Ouais. Je sais pas si je suis complètement convaincu, mais je comprends la logique. Je suis pas non plus complètement convaincu, surtout le fait de placer Orange comme un concurrent de Netflix en tant qu'opérateur, ça me semble un peu délicat dans la mesure où si les gens utilisent Netflix, ils ont envie d'avoir un bon débit, et donc ils vont envie d'être abonnés chez Orange, Free ou je sais pas qui. Et puis surtout que dans ce contexte, M6 a des pubs qui sont diffusées sur ses programmes aussi, donc ils ont déjà une certaine rémunération par leur. Ouais, bon. Donc c'est un sujet assez complexe. Le truc aussi que je garderai en tête, c'est le fait que s'ils arrivent à faire tomber, entre guillemets, donc comme tu disais, les opérateurs, de parvenir à les faire payer pour la chaîne, on verra comment ça se répercutera ou pas sur les abonnés aussi. C'est toujours ça est-ce que Orange aura envie, par exemple, d'avaler le prix de ce surcoût qui est estimé un peu de 20 millions d'euros pour M6, donc le coût de l'accord là. Je suis pas convaincu que ça se répercute, voilà. Parce que 20 millions d'euros, on va dire que c'est pas énorme sur l'échelle d'Orange. Non, ça se répercute forcément dans un sens ou un autre. Ça deviendra pas forcément une option en soi de payer pour M6. La chaîne deviendra pas optionnelle, mais voilà, faut aussi avoir ça en tête, à mon avis, quand on est abonné, quand on entend parler de ce genre d'accord. Ouais, c'est sûr. Bon, et en plus M6 a annoncé, alors là il faudra voir ce qu'ils en feront effectivement. Ils ont annoncé qu'ils vont réinvestir cet argent dans leur service qu'ils appellent comment, délinéarisé. Oui, c'est ça, c'est ce que je disais, c'est le replay. Délinéarisé. J'ai aussi vu ce terme et je le trouvais bien trouvé pour comparer. C'est pour comparer finalement ce qu'est Netflix et compagnie, ou même le podcast, à la radio ou la télé classique, quoi. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire de la diffusion en continu comparé à du replay, de la VOD, ce genre de choses. Ces services-là sont les services délinéarisés. C'est vrai que le terme est bien trouvé, effectivement. Bon, donc voilà pour M6. Quoi d'autre? On conclut rapidement avec deux petites news. D'abord, on parlait du combat pour la neutralité du net qui va se jouer aux États-Unis. La FCC est en train de subir des procès de nombreux attorneys general qui sont les gardes des sceaux, enfin les ministres de la justice des États, donc pas de l'État fédéral américain, mais des États individuels américains. Donc 22 d'entre eux sont en train de faire des procès à la FCC pour les changements sur la neutralité du net, ou l'abandon de la neutralité du net qui a été implémenté il y a quelques semaines de ça. Donc on disait que ça allait avoir des recours devant la justice, c'est en train de se produire. Et d'ailleurs, il y a aussi un recours qui est en train d'être implémenté au Sénat lui-même. Il faut savoir que il faut 51 votes sur les 100 du Sénat et qu'il y a 49 démocrates.
et évidemment la plupart des sénateurs votent selon la ligne du parti. Et les 49 démocrates ont réussi à convertir une républicaine, ce qui leur donne 50 voix. Mais quand c'est 50 contre 50, en fait, c'est le vice-président qui doit voter pour décider. Et évidemment, le vice-président Mike Pence va pas voter contre son gouvernement. Et donc, à moins qu'ils ne réussissent à convertir un deuxième républicain, ce qui est très peu probable, même si on a des républicains relativement modérés comme John McCain ou d'autres, a priori, c'est pas par le Sénat que ça va passer, mais peut-être par ces procès intentés par les départements de la justice des États qui pourraient remonter au niveau fédéral. Ça va prendre un petit peu de temps. Et enfin, dernière news sur les crypto-monnaies qui continuent leur balai élégant. Ça descend, ça monte, ça descend, ça monte. En fait, je voulais surtout dire que il s'est passé plein de choses sur les crypto-monnaies ces dernières semaines, avec certaines qui dévissent et puis qui remontent, et puis certains marchés qui ferment parce que c'était un petit peu les marchés eux-mêmes, pas la crypto-monnaie, mais c'était un petit peu des pyramides de Ponzi. Et il y a eu plein de trucs comme ça. Et là, je voulais vous livrer une réflexion, ce qui s'est passé avec ma préparation de l'émission, c'est que je suis presque arrivé à ne pas parler de ces sujets parce que j'avais limite peur de la réaction des gens qui avaient mal réagi quand on avait fait le sujet sur les crypto-monnaies il y a quelques semaines. Pas peur, mais enfin je me suis dit oulala, ça va encore gueuler, vaut mieux éviter. Et en fait là je me suis repris et du coup j'en parle spécifiquement, même s'il n'y a pas énormément de choses à dire, parce que je me dis mais il faut pas que je me laisse influencer justement par ces choses-là. Ça c'est la mort de l'indépendance justement donc bon, avec beaucoup d'amitié à ces gens-là qui défendaient leur sujet avec passion plus qu'avec agressivité, mais donc oui, effectivement, il y a Bitcoin qui a perdu 25% ces derniers jours, Ethereum a perdu 30% aussi, donc tout ça pour dire que toutes les précautions d'usage à propos des crypto-monnaies qui est le principe est intéressant, le principe de la blockchain pourrait être révolutionnaire, on est d'accord. Le marché des crypto-monnaies aujourd'hui reste extrêmement volatile, d'autant plus que de plus en plus d'organismes gouvernementaux sont en train d'étudier le sujet des crypto-monnaies et de classer ces crypto-monnaies non pas comme des monnaies, mais comme des biens. Ce qui a des conséquences très importantes sur la taxation qui s'effectue sur ces entités, quoi. Parce que évidemment, si vous achetez des dollars, c'est juste de l'argent, donc vous avez des euros ou des dollars au lieu d'avoir des euros, ça va pas être taxé. Alors que si vous achetez, je sais pas moi, des actions et que vos actions gagnent en valeur, et ben là c'est un revenu qui va être taxé. Donc en l'occurrence, le problème se poserait si les crypto-monnaies sont classées comme biens. Et il y a de plus en plus de gouvernements qui sont en train d'étudier la chose, voire déjà de décider que ce sont des biens plutôt que des monnaies. Donc bon, bref, le grand balai des crypto-monnaies continue. Je sais pas si tu as quelque chose à dire sur le sujet, mais non, pas sur ce sujet-là, pas particulièrement. Pas particulièrement. Je regarde ça aussi, pas jouer, notamment. Les pardons. Je suis des personnes. Je suis ça aussi, les marchés et l'actualité des crypto-monnaies, mais j'ai pas plus d'avis que ça. D'accord. Ok, très bien. Eh ben, écoutez, je pense que ça marque donc la fin de cet épisode. On arrive au dernier sujet dont on voulait parler. Toujours pas d'enfants, du coup. Bah écoute, non, c'est décidément, mais. Moi, je t'avais dit, je comptais sur la naissance en direct, tu vois, pour faire un épisode vraiment mémorable. Mémorable et tout. Non, bah écoute, désolé, malheureusement, je crains que je ne doive te décevoir et sans doute décevoir également les auditeurs aussi sur cet épisode. Ça n'est pas encore arrivé. Mais là, comme je disais, normalement c'était cette semaine la date prévue, donc vraiment, je pense que on arrive au bout du bout, quoi.
ça va pas pouvoir durer beaucoup plus longtemps. J'en profite puisque tu évoques la chose pour remercier très très chaleureusement tous ceux qui ont envoyé des messages sympathiques quand j'en parle, parce que de temps en temps j'en parle sur Twitter et j'ai toujours des messages de parents, de papa et de maman qui ont eu des expériences qui nous font part de leurs expériences et qui nous témoignent de leurs expériences. J'en parle aussi à ma femme et ça nous fait toujours très plaisir, et parfois ça nous rassure même, on se dit bon bah on n'est pas les seuls à être dans cette situation spécifique. Donc voilà, je vous remercie spécifiquement. Et puisque je parle de Twitter, dis-nous Cassim, où on peut te retrouver toi sur Twitter ou ailleurs, hein, bien sûr sur internet. On peut surtout me retrouver du coup sur Twitter effectivement, donc @notcassim, NOTCA2SIM, et puis comme on disait dans l'introduction, sur forandroid.com où on parle d'Android notamment, mais aussi beaucoup de nouvelles technologies, on parle pas mal de sujets. Très bien, merci beaucoup Cassim, et donc Note Cassim sur Twitter, le lien sera dans les notes de l'émission. Pour ma part, je suis Note Patrick sur Twitter, je vous tiens au courant de mes pérégrinations pré-parentales de temps en temps sur Twitter, et puis bien sûr je parle aussi de tech et de gaming évidemment sur le réseau, et je suis aussi sur Facebook, c'est Note Patrick sur Facebook aussi, et vous retrouvez cette émission sur frenchspin.fr où vous avez également le rendez-vous jeu où on parle de jeux vidéo et où le dernier épisode couvrait les jeux de 2018, tous les gros jeux que vous pouvez attendre en 2018 qui nous font déjà saliver. On en a parlé, on les a détaillés dans le dernier épisode. Et donc je pense que si vous êtes un petit peu intéressé par le gaming et que vous vous demandez ce qui va arriver dans l'année qui vient, vous pouvez aller jeter un coup d'œil à cet épisode, parce qu'on couvre à peu près tous les jeux importants et il y a de quoi saliver effectivement. Je termine en vous rappelant que vous pouvez soutenir cette émission sur Patreon, sur patreon.com/rdvtech, patreon.com/rdvtech, le lien est dans les notes de l'émission. Comme je le disais tout à l'heure, c'est rapide, c'est facile, c'est pas d'engagement et ça permet à une émission que vous appréciez de continuer à exister. J'espère que ceux d'entre vous qui aiment bien l'émission y penseront, se diront peut-être le prix d'un petit café, le prix d'une petite bière, ça pourrait valoir le coup de soutenir le contenu qu'on apprécie. Merci à tous ceux qui le font. Et donc, je vous dis encore une fois, comme la dernière fois, je pense au revoir, mais maintenant je vais plus m'engager, hein. Au revoir pour quelques semaines, hein. Le prochain épisode, ça devrait être Jérôme qui le prend en charge. Si c'est pas le cas, je sais pas ce qui sera passé. Et puis après, on verra ce que je fais avec l'épisode spécial. Comme je le disais, je rajouterai peut-être en troisième épisode en février, parce qu'il était assez cool, je pense qu'il était assez intéressant, il vous plairait. Donc je vais pas le garder dans les cartons non plus trop longtemps, parce que on parle de la préparation de certains trucs. Bref, voilà. Je vous remercie tous de nous avoir écoutés. Je vous fais de grosses bises et je vous dis à très très bientôt. Ciao à tous. Ciao.